Bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Je vous propose que nous démarrions notre réunion de ce jour avec le premier point à l'ordre du jour, qui est l'examen de la proposition de résolution européenne de M. Philippe Bolo et Mme Marie-Noëlle Battistel et plusieurs de leurs collègues visant à préserver les concessions hydroélectriques françaises d'une mise en concurrence. Voilà le premier point à l'ordre du jour. Nous aurons ensuite le commissaire Séjourné qui viendra en audition devant notre commission. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs les rapporteurs, je vous donne la parole. Je ne sais pas qui débute. Madame Battistel. Merci beaucoup. Merci. Ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, effectivement, nous sommes aujourd'hui réunis pour échanger sur la question de l'avenir des concessions hydroélectriques françaises. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier, chers collègues, de nous accueillir dans cette commission, qui n'est pas une habitude régulière pour nous, mais en tout cas sur un enjeu qui est extrêmement important et que nous défendons avec mon collègue Philippe Bolo dans le cadre d'une mission d'information visant à sortir du contentieux européen qui pèse sur la France depuis une quinzaine d'années et préserver ainsi les ouvrages hydroélectriques français d'une mise en concurrence. Alors, sujet qui nous tient évidemment particulièrement à cœur et sur lequel, pour ma part, je travaille depuis de nombreuses années. L'avenir des concessions hydroélectriques est également une préoccupation largement partagée au sein de la Commission des affaires économiques, auprès de laquelle nous allons donc prochainement présenter les conclusions de cette mission d'information qui est toujours en cours et dont 9 groupes politiques de l'Assemblée sont en soutien de nous-mêmes, Monsieur Bolo et moi, sur cette mission. Et se dégage effectivement un large consensus pour s'opposer à mettre en concurrence les ouvrages hydroélectriques français, comme le demande la Commission européenne, au regard des nombreuses spécificités de cet outil de production. Donc le projet de résolution européenne que nous apprêtons à examiner ensemble n'a pas vocation à faire doublon avec le travail de fond que nous menons actuellement, mais bien de marquer le positionnement de notre Parlement et de compléter le travail de la mission d'information sur son volet européen, eu égard aux imminentes évolutions du droit de l'Union européenne et des impacts que ces évolutions pourraient avoir sur les textes régissant l'hydroélectricité. Donc afin de pleinement appréhender ce sujet, je vous propose de vous dresser rapidement un état des lieux de la situation de l'hydroélectricité en France, parce que ça ne vous est peut-être pas à tous familier, mais en tout cas, l'énergie hydraulique représente est la deuxième source d'électricité après le nucléaire et la première source d'énergie renouvelable, avec une production estimée à 74 TWh en 2024, qui est le niveau le plus élevé depuis 2013, en raison évidemment des fortes précipitations. Et notre premier pays est la première puissance hydraulique de l'Union européenne. Comptant quelques 2500 installations, la France dispose d'un parc hydroélectrique exceptionnel qui lui permet de bénéficier d'une énergie peu coûteuse, pilotable, flexible et décarbonée. Le régime d'exploitation des centrales hydroélectriques dépend de ce qu'on appelle la puissance maximale brute et nous avons donc le régime d'autorisation lorsque les puissances installées sont inférieures à 4500 kW et le régime de concession qui est applicable au-delà. Donc les installations sous régime d'autorisation appartiennent généralement à des particuliers, des petites entreprises ou des collectivités. Elles sont les plus nombreuses, environ 80% des infrastructures du parc. C'est évidemment la petite hydroélectricité et je voulais à ce stade simplement vous dire qu'elle n'est absolument pas concernée par l'objet ni du rapport ni de la proposition de résolution européenne. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien la grosse hydroélectricité qui est sous le régime de concession et qui représente à peu près 90% de la puissance cumulée du parc hydroélectrique. Les installations sont gérées sous ce régime, appartiennent à l'État et sont construites et exploitées par un concessionnaire pour son compte pour une durée maximale de 75 ans, évidemment sur la base d'un cahier des charges prédéfini. Donc la durée des concessions qui est fixée au maximum dans l'ensemble des concessions doit permettre à la fois d'amortir les investissements initiaux réalisés par le concessionnaire et puis à l'issue de cette période, les biens en concession sans retour à l'État qui peut renouveler
le contrat ou l'attribuer à un autre opérateur. C'est la fin de concession. Alors, depuis la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz élaborée en 1946, EDF est le principal exploitant du parc hydroélectrique sous concession et en contrôle aujourd'hui environ 70%. Aux côtés d'EDF se trouvent deux autres opérateurs historiques, la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, et la Société hydroélectrique du Midi, la CHEM. Donc, comme vous le savez, le régime juridique des concessions et le statut des opérateurs historiques a profondément évolué sous l'impulsion de différents pans du droit européen. D'abord, le droit européen de la concurrence est venu encadrer le droit de la commande publique. Il pose différents principes, la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures. Il interdit en outre les accords qui restreignent la concurrence entre les entreprises, les abus de position dominante et certaines concentrations et acquisitions, ainsi que certaines aides d'État. Mais vous savez ça beaucoup mieux que nous dans cette commission. Ensuite, le droit de la commande publique a été profondément réformé en France, également à la suite de l'adoption en 2014 de la directive dite concession. Cette directive qui consacre et encadre les contrats de concession rend obligatoire, sauf exception, la procédure d'appel d'offres en fin de concession. Et c'est bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Par ailleurs, la libéralisation du marché de l'électricité a conduit le gouvernement français à adapter sa législation. Et il y a eu le changement de statut d'EDF qui devient une SA en 2004. Et surtout l'abandon du droit de préférence accordé précédemment aux opérateurs historiques intervenus en 2008. Au même moment où la France, qui avait sa première mise en demeure de la Commission européenne, s'est engagée à adopter un calendrier prévisionnel de renouvellement des concessions hydroélectriques sous le gouvernement Borloo pour démontrer sa bonne foi. Faute de consensus général, ce calendrier prévisionnel n'a toutefois jamais été mis en œuvre. Des initiatives parlementaires, des rapports parlementaires qui ont été produits pour trouver des solutions alternatives et permettre de continuer à exploiter ces concessions, même si elles arrivaient à échéance. Les alternatives à la mise en concurrence, force est de constater qu'elles n'ont à ce stade pas permis de sortir du contentieux européen. Et nous avons donc aujourd'hui deux mises en demeure de la Commission européenne qui sont des précontentieux. La première de 2015 qui met en cause des mesures qui ont pour effet de maintenir et de renforcer la position dominante d'EDF, laquelle serait abusive, et la seconde qui date de 2019 et qui est fondée sur la directive concession qui oblige à mettre en concurrence dès lors que les délais de concession sont échus. Donc, bien que les échanges entre la Commission européenne, le gouvernement français et le Parlement depuis des années, aucun accord a été trouvé à ce stade et aucun ouvrage n'a par contre été mis en concurrence, ce dont on peut évidemment tous se satisfaire, en tout cas nous personnellement. Mais pour autant, cela ne permet pas la réalisation d'investissements substantiels par manque de visibilité des opérateurs, alors même que le parc doit être modernisé, mais surtout nous avons un fort potentiel de développement, notamment dans les steppes. Et cette situation ne peut évidemment pas durer puisque ce flou juridique quant aux règles applicables en cas de renouvellement des concessions ne rassure pas les opérateurs et ne libère pas l'investissement. Donc à ce jour, nous avons une certitude que nous allons, je l'espère, démontrer à l'instant, c'est que les conditions d'acceptabilité politique et sociale d'une mise en concurrence des concessions hydroélectriques ne sont pas réunies en France, qu'il s'agisse de la classe politique, nationale ou locale, des fédérations des industries électriques ou gazières ou des citoyens. La très large majorité des acteurs se prononce en défaveur de l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. Alors sans doute parce qu'en France, les ouvrages hydro constituent le patrimoine des Français, ont, dès leur conception, été pensés comme des constructions à but multiple, aménagement des grands fleuves, par exemple, afin d'en réguler les crues, d'en assurer la navigabilité, d'en tirer de l'énergie, ou constituer des grands réservoirs de montagne afin de produire de l'électricité, stocker de l'eau ou assurer des soutiens d'étiage en période sèche. Donc nous considérons aujourd'hui que les enjeux qui ont prévalu aux discussions autour de la directive concession 2014 de la Commission européenne, qui ont donc dû avoir lieu entre 2008 et 2012, puisque c'est assez long comme discussion. Elle reposait sur un contexte qui était extrêmement différent
Aujourd'hui, on a des enjeux qui ont sensiblement évolué autour de la question de la ressource en eau, de son partage pour le multi-usage de l'eau, mais aussi de l'aménagement du territoire, de l'évolution climatique, des effets en matière de risque. Et l'on connaît le rôle évidemment très important des barrages dans la gestion des crues et la question évidente de la souveraineté dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe que nous connaissons tous. Donc c'est pour ces raisons, et car l'hydroélectricité revêt un caractère stratégique, notamment par son rôle majeur dans l'équilibre du système électrique, que nous avons souhaité saisir l'initiative de la Commission européenne qui engage une consultation en opportunité de révision de cette directive. Nous avons donc déposé une contribution en vue d'exclure de la directive concession l'hydroélectricité et que nous avons partagé avec les 9 des 11 groupes politiques de l'Assemblée nationale. Et c'est cette proposition que nous vous faisons aujourd'hui afin qu'elle puisse être confortée et que le gouvernement français puisse aller soutenir notre proposition de manière volontariste et très dynamique à la Commission européenne, puisque nous avons bien conscience que tout seul, nous ne pouvons peut-être pas y parvenir. Merci beaucoup de votre attention et je laisse compléter mon collègue Philippe Bolo qui va vous faire un panorama européen. Merci, chers collègues. Oui, en complément des éléments importants qui vous ont été communiqués par Marie-Noëlle Battistel, je commencerai mon propos en vous disant que la France n'est pas seule, n'a pas été seule dans cette situation de mise en demeure pour non-respect des procédures de mise en concurrence lors de l'octroi ou du renouvellement des concessions. Alors, les motifs peuvent être variables. Parfois, il s'agit de manquements à une sélection transparente de ceux qui pourraient opérer ou une sélection qui pourrait être jugée impartiale. Et dans d'autres cas, c'est l'absence d'appel d'offres qui est mise en avant. En tout cas, ça fait 8 pays qui étaient concernés, en plus de la France, qui sont, je vous les cite, l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni, l'Italie et le Portugal. Dans le rapport que nous vous avons remis en appui donc, de l'examen de la PPRE que nous faisons ensemble aujourd'hui, il y avait un tableau qui donnait la situation de différents pays européens. Je pense qu'il est utile de s'y attarder quelques minutes pour regarder finalement comment tout cela se met en œuvre dans tous les pays et en tirer un enseignement qui est loin d'être négligeable par rapport à ce qui est demandé à la France. Alors évidemment, le régime d'exploitation juridique est le déterminant des mises en demeure, puisque finalement, lorsque nous sommes en concession et qu'il faut les renouveler, il est appelé à une mise en concurrence. Et le rapport vous présente donc la situation de 14 pays, dont 4 sont concernés par les mises en demeure. Je voudrais particulièrement insister sur un certain nombre de cas. Le premier étant de regarder ce qui se passe au travers des concessions que l'on peut avoir en Croatie, en Hongrie et en Slovénie, où on se rend compte, en définitive, qu'à l'image de ce qui peut se passer en France, l'autorité publique, la puissance publique est bien présente. C'est le cas en Croatie, avec aujourd'hui une demande d'exploitation des ouvrages que seule l'entreprise publique vient demander. Ensuite, en Hongrie, où l'opérateur public exploite les plus grandes centrales hydroélectriques, et j'en viens de manière un peu anticipée à une conclusion qu'on aura tout à l'heure, c'est qu'en définitive, les situations sont très aussi caractéristiques de l'identité du parc hydroélectrique des pays. Et en Slovénie, c'est 100% des infrastructures qui sont opérées par l'État parce que la loi contraint un certain nombre de choses. Autre façon de regarder le sujet, c'est de se dire, cette fois-ci, essayons de regarder les autorisations et la part de la puissance publique, puisque finalement, le principe de l'autorisation associé, adossé à la mise en concurrence voudrait que finalement on ait quelque chose qui soit beaucoup plus diversifié que cela. Là aussi, les faits sont un peu démentis quand on regarde un certain nombre de pays, qui sont la Finlande, la Grèce et la Roumanie, où on se rend compte que l'État contrôle quand même et est un opérateur dominant dans un certain nombre de cas. Alors pour des raisons diverses, encore une fois, mais aussi parce que les lois parfois orientent ce genre de mode de gestion et d'exploitation des ouvrages hydroélectriques. Tout cela pour vous dire que finalement, l'image d'une hydroélectricité 100% ouverte à la concurrence n'est pas une réalité dans les situations que nous pouvons observer de manière comparative en Europe, et que la propriété privée apparaît à des proportions variables par rapport à la propriété publique. Et qu'en définitive, tout cela dépend fortement de l'histoire de ces pays, de l'importance de l'hydroélectricité, de la caractéristique des actifs hydroélectriques, sont-ils grands, petits,
donc de leur puissance, de la ventilation et du profil de leur puissance, des lois qui existent. Et en particulier, vous savez qu'en Suède, en Finlande, il existe une loi qui permet d'accéder via des permis. Donc vous voyez, des choses sont complètement différentes. Et nous avons aussi des choses comparables dans d'autres pays. Et donc en définitive, c'est bien le paysage de l'hydroélectricité, l'histoire, la géographie, l'hydrologie et aussi le mix des capacités de production avec une part de nucléaire ou pas qui oriente un certain nombre d'organisations de l'exploitation et de la gestion des ouvrages hydroélectriques, et que nous sommes donc face à un paysage assez fragmenté et qui montre bien que la réalité des modes de gestion et d'exploitation donc reste largement dépendante d'un certain nombre de caractéristiques nationales. Et cela nous amène à questionner un certain nombre de choses. La première, c'est pourquoi, au motif que d'autres pays arriveraient à s'accorder avec des particularités qui sont les leurs, pourquoi les particularités historiques, géographiques, hydrographiques et technologiques françaises, avec le poids du nucléaire, ne seraient pas prises en compte, et alors que Mme Battistel vous a parfaitement signifié en quoi l'hydroélectricité représente un couple avec le nucléaire en termes de flexibilité et de soutien d'étiage pour la capacité de refroidissement des centrales notamment. Donc premier questionnement. Deuxième questionnement, en quoi la directive aurait donc une capacité à uniformiser les situations dans tous les pays et à faire en sorte que ce principe de mise en concurrence devienne une généralité? C'est une question qui se pose. Et puis une autre question, eh bien, c'est finalement la question de la pertinence de réinterroger le système qui est ancien, Marie-Noëlle Battistel vous l'a indiqué, et qui est ancien et donc qui a été mis en place à une époque qui n'était pas confrontée aux mêmes enjeux qu'aujourd'hui et qui mérite donc de se poser un certain nombre de questions. En conséquence, c'est la raison pour laquelle, alors que nous étions en train de dérouler la mission qui avait débuté au mois de septembre, nous avons rencontré sur notre chemin cette procédure européenne qui visait à réinterroger la directive concession, et donc nous avons décidé de nous en saisir comme étant la solution idéale pour sortir du contentieux qui aujourd'hui bloque les investissements hydroélectriques français, et c'est bien cela l'objectif qu'il faut atteindre, c'est débloquer ce verrou. Et donc nous avons, Marie-Noëlle Battistel vous l'a signalé, proposé notre propre contribution à cette consultation qui avait débuté en décembre 2024, qui est terminée depuis, qui fera l'objet de prochaines étapes, mais à chacune de ces étapes, il faudra être présent pour réaffirmer que cette révision de la directive et de l'exclusion de l'hydroélectricité d'un prochain schéma serait effectivement la solution idéale, et c'est bien l'objet qui nous réunit aujourd'hui, donc cette PPRE qui va inviter le gouvernement français à avoir la volonté, moi je dis à avoir l'ambition et vraiment la détermination à faire en sorte que le sujet soit véritablement réorganisé. Et puis pour terminer, vous dire, mais Marie-Noëlle Battistel vous l'a également signalé, vous dire qu'évidemment ça c'est une solution qui vient en parallèle de l'autre solution qui est celle qui est toutes les investigations qui sont menées dans le cadre de la mission d'information hydroélectricité. Ça n'a pas vocation à se concurrencer l'un l'autre, c'est vraiment deux chemins parallèles qui sont exploités. Cet autre chemin, eh bien, il a d'autres solutions possibles. La quasi-régie, le passage de la concession à l'autorisation, adossé ou non à différentes mesures compensatoires. Mais ce n'est pas le sujet de notre réunion d'aujourd'hui et des débats que nous devons avoir aujourd'hui. C'est le sujet même de la mission d'information menée par la Commission des affaires économiques. Et c'est un travail qui est en cours avec des représentants des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale. Et nous vous donnerons rendez-vous dans quelques semaines pour vous présenter ces résultats-là qui viendront en complément du débat que nous avons aujourd'hui ensemble. Bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs les rapporteurs, pour vos propos liminaires. Nous en venons donc maintenant à l'expression des orateurs de groupe, en commençant par le groupe Horizon et apparenté par Isabelle Roche pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, merci pour votre présentation. Et au nom du groupe Horizon et Indépendants, je tiens justement à exprimer notre plein soutien à cette proposition de résolution européenne qui vise à préserver les concessions hydroélectriques françaises d'une mise en concurrence systématique. En effet, cette résolution touche à un sujet central, et vous nous l'avez bien expliqué, notre souveraineté énergétique. En effet, les concessions hydroélectriques représentent bien plus qu'un outil de production d'électricité. Elles incarnent une maîtrise publique d'un levier stratégique au service de la transition énergétique, de la régulation des crues, de l'irrigation agricole et même du refroidissement de certaines installations nucléaires. Et depuis l'entrée en vigueur de la directive 2014-23 UE, la pression pour ouvrir ces concessions à la concurrence s'est accentuée
au nom du bon fonctionnement du marché intérieur. Mais cette logique, si elle n'est pas encadrée, risque d'aller à l'encontre de nos intérêts stratégiques et environnementaux. Car la réalité est simple, et vous nous l'avez bien rappelé, depuis l'obligation de mise en concurrence, les projets de modernisation des barrages sont gelés et les investissements nécessaires pour améliorer la production et la sûreté ne sont pas réalisés par crainte qu'une entreprise publique comme EDF, opérateur historique et stratégique, soit évincée au prochain appel d'offres. Est-ce cela l'efficacité économique que nous cherchons? Certainement pas. D'autres États membres ont su trouver des voies juridiques alternatives et nous devons bien évidemment en étudier les différentes approches qui permettraient à la France de gérer les concessions hydroélectriques de manière souveraine tout en restant dans le cadre fixé par les traités européens. À défaut d'une solution trouvée au niveau national, il peut être intéressant d'exclure les concessions hydroélectriques en amont, au niveau européen, d'une future directive sur l'attribution de contrats de concession. Et donc notre groupe votera en faveur de cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Merci beaucoup, chers collègues, de votre entier soutien sur cette proposition de résolution. Je crois que c'est effectivement très important et c'est aussi un message envoyé à la Commission européenne pour signifier la volonté et l'adhésion d'un certain nombre de groupes politiques de l'Assemblée nationale, je l'espère la totalité, hein, nous verrons tout à l'heure. En tout cas, peut-être juste un mot sur, évidemment, que cette situation de flou juridique empêche tous travaux d'investissement. Simplement, aujourd'hui, on a des opérateurs qui, évidemment, font les travaux d'investissement, de maintenance et de sécurité, alors même parce qu'ils ont une obligation en fin de concession finalement de rendre l'ouvrage dans l'état où ils l'avaient trouvé. Et donc c'est aussi d'ailleurs une déclaration de fin de concession qu'il faudrait faire si on parvenait à cette issue, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, je voulais simplement le souligner parce que nous avons 3 opérateurs historiques qui sont de très bons opérateurs auxquels nous sommes très attachés. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup. La parole est à Manon Bouquin pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Je tiens à saluer la présentation de cette résolution qui va enfin dans le bon sens. Depuis des années, nous alertons sur la menace que représente l'application de la directive 2014-23 de l'Union européenne pour nos barrages hydroélectriques. Nous dénonçons cette logique européenne qui impose la mise en concurrence de concessions stratégiques au mépris des spécificités et de l'expérience française qui ont fait sa souveraineté énergétique et qui conditionnent largement la stabilité des systèmes électriques de nos partenaires. L'hydroélectricité est un atout national majeur, une énergie décarbonée, pilotable qui participe à l'équilibre du réseau électrique, à la gestion de l'eau et à la sécurité de nos territoires. Mais aujourd'hui, le cadre européen impose aux exploitants historiques, dont EDF, une incertitude juridique et économique inacceptable. Cette situation bloque les investissements, freine les modernisations et fragilise notre capacité à répondre aux défis énergétiques et climatiques. C'est un retour progressif à la situation d'après-guerre qui avait justement conduit à la genèse d'EDF et d'un vrai service public de l'électricité. Nous le disons depuis longtemps, ces barrages appartiennent au peuple français. Ils ont été financés par lui, gérés au service de l'intérêt général. Cet héritage doit être préservé sous contrôle national. Je me réjouis donc que cette proposition fasse enfin l'objet d'un consensus plus large. Le Rassemblement national continuera à défendre cette ligne sans ambiguïté et nous soutiendrons bien évidemment cette résolution. C'est dans ce même état d'esprit que mon excellent collègue Nicolas Maisonnet avait défendu une proposition de loi visant à faire passer tous les ouvrages hydroélectriques sous un régime d'autorisation. Nous ne pouvons pas nous résoudre à abandonner nos atouts au nom d'un droit européen inadapté à nos spécificités nationales. Il est temps que la France reprenne la main sur ses choix énergétiques et qu'elle impose ses infrastructures vitales et qu'elle protège ses infrastructures vitales des logiques de marché imposées par Bruxelles. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Merci beaucoup pour ce soutien à cette résolution. Je rajouterai à ce que vous avez dit qu'en définitive, notre proposition n'est pas un défi vis-à-vis de l'Europe, ni de ses règles, ni de la nécessité de la renforcer. Absolument pas. C'est juste la nécessité de réinterroger
des règles anciennes qui ont été construites alors que les objectifs de décarbonation n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les enjeux climatiques autour de l'eau et des conséquences que cela peut avoir n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. La géopolitique n'était pas celle que nous devons aujourd'hui affronter. Et les investissements dans la production d'énergie ou dans l'industrie verte n'étaient pas celles que nous avons, pas les mêmes enjeux que nous avons aujourd'hui. Donc, au motif que finalement le monde change, eh bien les règles doivent changer sans défier véritablement les règles européennes et l'envie de s'inscrire dans une vision européenne favorable à l'ensemble des intérêts européens et de chacun de ces pays et de la production énergétique souveraine de ces mêmes pays. Merci. La parole est à Constance Le Grip pour le groupe EPR et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, je tiens à exprimer à mon tour tout le soutien du groupe Ensemble pour la République à cette proposition de résolution européenne visant à préserver les concessions hydroélectriques françaises d'une mise en concurrence. Vous l'avez dit, la proposition de résolution européenne que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte délicat, ancien, complexe. La France fait face depuis plus de 15 ans à un contentieux avec la Commission européenne concernant la gestion de ses concessions hydroélectriques, dont la majorité, plus de 90% de la puissance installée, est exploitée par EDF, la société hydroélectrique du Midi et la Compagnie nationale du Rhône. En 2025, ce sont 61 concessions qui seront échues, qui continueront d'être exploitées sous le régime provisoire dit des délais glissants, ce qui ne présente pas que des avantages, loin de là, un régime provisoire qui freine les investissements, fragilise la sécurité de nos approvisionnements énergétiques et ralentit le développement de l'hydroélectricité, pourtant indispensable à la transition énergétique. Alors, plusieurs voies de sortie de l'impasse ont été esquissées au fil du temps. La mise en concurrence conforme tout à fait précisément au texte européen qui pourrait répondre aux attentes formelles du droit, mais qui nous exposerait à une fragmentation extrêmement préjudiciable de notre parc hydraulique et qui est d'ailleurs largement rejeté dans notre pays. Vous avez fait état du soutien de 9 groupes politiques à la démarche que vous avez entreprise, Madame Battistel et Monsieur Bollot. Deuxième voie de sortie de l'impasse qui a été envisagée à un moment donné, le modèle de la quasi-régie, bien que prévu par la directive, c'est-à-dire confier les concessions à une entité publique contrôlée par l'État, qui nécessiterait une profonde réorganisation industrielle et qui est de ce fait très complexe. Et troisième hypothèse, celle d'un passage au régime d'autorisation, mais alors là, pour le coup, on basculerait dans un régime juridique extrêmement incertain. Dans ce contexte, vous défendez une proposition de résolution européenne avec une position très claire, demander que les concessions hydroélectriques françaises soient exclues du champ d'application de la directive à l'occasion de sa prochaine révision, pour reconnaître la spécificité de notre parc hydroélectrique et l'importance de cette énergie pilotable, décarbonée, précieuse pour assurer l'équilibre de notre réseau électrique, mais aussi pour garantir une gestion durable de la ressource en eau, devenue plus vulnérable, on l'a dit, vous l'avez fort bien dit, la prévention des crues, l'irrigation agricole, la navigation intérieure, le refroidissement de nos centrales nucléaires, tout cela est à mettre au compte de nos barrages, si je puis dire. Donc, nous pensons qu'effectivement, en plein accord avec à la fois notre vision européenne, celle de nos intérêts et la position portée par le gouvernement français, nous soutenons votre proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci beaucoup, chers collègues, de votre en plein soutien sur ce sujet d'importance. On l'a rappelé, vous et moi, ainsi que mon collègue, sur la spécificité de l'hydroélectricité, son rôle extrêmement important dans l'équilibre du système électrique et puis dans la gestion du multi-usage et de la ressource en eau, des services qui sont rendus aujourd'hui par les ouvrages hydroélectriques et qui sont des services, entre guillemets, gratuits apportés aux collectivités et aux biens publics. Et donc, nous souhaitons évidemment que ça puisse le rester. Et c'est le sens de notre démarche et de saisir cette opportunité, finalement, que la Commission européenne a ouverte elle-même
en lançant cette consultation d'opportunité à laquelle nous avons contribué. Sur les questions que vous évoquez et les différentes possibilités qui se dégagent aussi à nous et que nous menons en parallèle d'ailleurs, puisqu'on n'a pas l'assurance malheureusement que la directive soit finalement révisée, puisqu'on en est au stade de la consultation sur l'opportunité. Donc on espère de tout cœur évidemment qu'elle sera au stade de la révision très prochainement, mais on ne peut pas se permettre de perdre encore plus de temps, et donc nous conduisons en parallèle l'examen des différentes solutions que vous avez évoquées, et on en fait une analyse de robustesse juridique par rapport à la Commission européenne, avec des échanges importants entre les opérateurs évidemment et les parlementaires que nous sommes, mais aussi des syndicats, des associations et de la Commission et du gouvernement évidemment, et donc la restitution de toute cette réflexion et finalement de cette analyse juridique vous sera présentée très prochainement aux affaires économiques, et nous vous y donnons rendez-vous d'ailleurs. En tout cas, merci encore pour votre soutien. Merci beaucoup. La parole est à Mathias Tavel pour le groupe de la France Insoumise et pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les co-rapporteurs, chers collègues. Nos barrages hydroélectriques ne sont pas à vendre. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable de la France, 14% de la production d'électricité française. Et c'est également une énergie décarbonée, pilotable rapidement, indispensable à l'équilibre du réseau électrique et dont le développement par des investissements est indispensable. C'est aussi une électricité très compétitive d'un point de vue du coût, mais nos barrages remplissent un rôle plus large encore avec la gestion des multiples usages de l'eau, gestion des étiages, écrêtement des crues, alimentation en eau potable, irrigation agricole, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc., etc. C'est bien l'intérêt général du pays dont nous parlons. Encore plus précieux, en France, ces barrages appartiennent à l'État, qui en conserve la propriété publique et peut donc la mettre au profit du bien public, n'en concédant que l'exploitation, essentiellement à EDF, la Compagnie nationale du Rhône et la Chem. Voilà ce qui est insupportable pour la Commission européenne et pour les ayatollahs de la concurrence. Cette commission exige la mise en concurrence de l'exploitation des barrages pour satisfaire l'appétit d'acteurs privés, français ou étrangers. Pour l'Union européenne, peu importe la sécurité d'ouvrages aussi critiques, la gestion du cycle de l'eau face au changement climatique, seule la rentabilité financière devrait compter. Ça suffit. Ces barrages ne sont pas à vendre, comme je vous le disais. La directive européenne de 2014 doit être abrogée, ou à minima, les barrages français en être exemptés. Il existe un très large consensus dans la société, chez les syndicats, parmi les élus locaux, pour préserver les ouvrages hydroélectriques français de la mise en concurrence. Politiquement, je me réjouis que tous les groupes politiques se rallient désormais au refus de cette directive, refus que nous défendons depuis 2014, depuis le début de cette directive, alors que Jean-Luc Mélenchon était député européen. Tant mieux si les libéraux prennent peur devant les conséquences du dogme de la concurrence. Tant mieux si le Rassemblement national, qui avait proposé en octobre une proposition de loi pour privatiser la propriété des barrages, se rallie désormais à cette résolution. Tant mieux si chez nos collègues socialistes, les opposants à cette mise en concurrence ont fini par l'emporter sur la position du gouvernement de François Hollande à l'époque. Cela nous permettra aujourd'hui un vote unanime, je l'espère, dont je me réjouis. Il faut sortir l'électricité du marché, protéger les barrages de la privatisation. Les barrages doivent rester un service public, une propriété publique. Le gouvernement français doit enfin faire de cette bataille la priorité numéro 1 de la France en matière d'énergie dans les négociations européennes. Nos barrages ne sont pas une monnaie d'échange pour d'autres sujets. C'est pourquoi le groupe de la France Insoumise votera cette résolution avec conviction. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Chers collègues, Mathias Tavel, oui, nos barrages ne sont pas à vendre, et merci de vous joindre à cet élan commun qui milite pour cela. Comme vous, je partage l'idée qu'effectivement, c'est la première énergie renouvelable, une énergie décarbonée, pilotable, indispensable à l'équilibre du réseau, qui permet aussi de satisfaire un certain nombre d'usages, navigation, irrigation, eau potable, biodiversité aussi, avec le soutien d'étiage. Et donc, c'est véritablement des sujets d'intérêt généraux. Et je
rajouterai simplement une chose supplémentaire, c'est qu'au motif des principes du marché et d'accès au marché, qu'on peut comprendre sur un certain nombre de biens et de commodités, mais qui doivent aussi regarder les spécificités de la commodité de la production d'électrique via l'hydroélectricité, eh bien, les motifs de transparence, d'ouverture à la concurrence doivent être peut-être regardés de manière différente. Parce que, en définitive, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de gérer de l'eau qui relève d'une organisation via un régime hydrographique, un climat qui apporte ou non de la pluviométrie. Et tout ça relève aussi de dimensions géographiques, de dimensions topographiques, de la présence ou non des montagnes. Et au-delà de tout ça, est venu se greffer la main de l'homme qui fait qu'elle a, à un moment donné, aménagé un certain nombre de cours d'eau, mis en place des infrastructures de production hydroélectrique. Et il faut savoir, donc au-delà de ces enjeux strictement liés à la spécificité de la production énergétique, aux aménités environnementales et d'usage que cela procure et à l'intérêt général, il faut aussi regarder ce sujet de la géographie et de l'histoire qui est particulièrement important et qui nous permettra, parce que nos barrages ne sont pas à vendre, de pouvoir relancer les investissements en sortant de ce contentieux qui sont absolument nécessaires à la préservation du climat et à la production d'une énergie pas chère pour nos entreprises et pour l'ensemble des Français. Monsieur le Président, si vous permettez, je souhaiterais répondre à une partie de l'intervention de notre collègue Matthias Tavel, que je remercie par ailleurs du soutien et de son implication dans le cadre de la mission que nous conduisons actuellement. Mais je ne peux pas le laisser dire que vous étiez les seuls à vous battre contre cette mise en concurrence. Si vous regardez un petit peu l'histoire de notre Parlement depuis 2012, vous y trouverez assez rapidement les rapports que j'ai produits et le combat que j'ai mené où j'étais un peu toute seule, je peux le dire, au Parlement. Mais dans tous les groupes politiques, voilà, mais que je n'ai pas lâché le morceau et que je suis très satisfaite qu'aujourd'hui, ce combat qui a rassemblé au fil du temps de plus en plus de monde ait permis de ne pas mettre en concurrence nos centrales hydroélectriques. Et je crois qu'il faut aujourd'hui dépasser ces enjeux strictement politiques et trouver cette union collective. C'est assez rare par les temps qui courent pour que nous puissions nous en réjouir et continuer ensemble ce combat pour aboutir et définitivement sortir de ce contentieux. Merci, Monsieur le Président, d'avoir un peu abusé du temps. Pas de souci, Madame la rapporteure, on a un petit peu de temps. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Et je partage totalement ce qui a été dit par Marie-Noëlle Battistel, puisque nous étions ensemble, et je sais son engagement et d'autres collègues autour d'elle sur ces questions. Et je voulais remercier tous les deux rapporteurs de cette initiative pour cette proposition de résolution européenne et vous dire que notre groupe socialiste apparenté ne peut qu'être à vos côtés et soutenir cette initiative. C'est vrai, vous l'avez rappelé, l'Europe est leader en termes de capacité hydroélectrique et cette proposition donc est très importante actuellement pour pouvoir modifier, enfin faire avancer, faire évoluer la situation. Sa portée est d'autant plus donc significative qu'elle touche à la souveraineté énergétique, vous l'avez bien dit aussi, et je dirais à la décarbonation de notre pays. Et prochainement, nous aurons l'occasion d'aborder aussi encore une nouvelle fois le sujet de la décarbonation dans cette commission. C'est une énergie donc renouvelable et peu coûteuse, et l'hydroélectricité représente aujourd'hui 11% de l'électricité produite en France. Elle représente aussi la première source d'énergie renouvelable de notre pays et en plus de constituer un pilier fondamental de notre modèle énergétique. Premier producteur de l'Union européenne, l'Hexagone compte près de 340 concessions hydroélectriques qui représentent plus de 90% du total de la production hydroélectrique installée sur notre territoire et participe à la gestion durable des ressources en eau, mais aussi en équilibrant également notre système électrique, notamment grâce aux stations de transfert d'énergie par pompage. Enfin, la filière aussi constitue un vecteur de développement pour de nombreux territoires. Et dans ce contexte, le groupe socialiste ne peut que s'inquiéter de la mise en concurrence imposée par la directive européenne de concession. Fragmenter un secteur stratégique comme l'hydroélectricité et introduire des logiques de marché pourrait affecter l'équilibre entre les différents usages de l'eau dans nos territoires, effet positivement grave pour l'environnement, mais aussi les usagers. Et il y a aussi une erreur de raisonnement, à croire qu'une logique de coût financier avec des prix par prestation est gagnante à tous les coûts, alors qu'une logique économique de secteur avec des coûts environnementaux et sociaux s'avère plus rentable pour tous.
je dirais que la proposition donc, de résolution européenne que nous examinons aujourd'hui rappelle à juste titre l'importance de préserver ce modèle de gestion publique des concessions hydroélectriques pour protéger nos intérêts à la fois énergétiques, économiques et environnementaux. Et on voulait vous poser 3 questions, en fait 2 questions. D'abord, alors que 61 concessions sont échues au 31 décembre, comment l'État français entend-il débloquer la situation? Quelles sont les initiatives qu'il prend? Convaincre la Commission européenne d'exclure les concessions? Et qu'est-ce que vous pensez des stratégies pour développer les alliances entre États ayant les mêmes préoccupations au niveau de l'européen? Je vous remercie de vos réponses. Merci Madame la députée, Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, de votre soutien. Effectivement, la résolution de ce problème entraînera très rapidement des investissements. Tous les opérateurs nous l'ont certifié. Ils ont des projets dans les cartons qui demandent qu'à sortir de terre et apporter leur contribution à notre système électrique, et notamment les STEP, quand on connaît leurs atouts en matière de stockage et de flexibilité. Donc c'est un sujet effectivement qui est majeur dans la résolution du problème. Vous avez raison de dire que la concurrence n'entraîne pas forcément toujours des prix plus bas. Et surtout quand on est sur un type d'équipement extrêmement contraint par la géographie, mais aussi contraint par les usages et notamment la ressource en eau, qui est un bien commun et qui n'est pas toujours très linéaire dans la production. Et donc, il n'y a pas non plus de source de progression extraordinaire qui permettrait à la concurrence de faire baisser significativement les prix. En tout cas, on en est convaincu. Sur la question des délais glissants et des 61 concessions qui le sont actuellement, tout l'enjeu sont les conclusions de la mission qui sera remise à la Commission des affaires économiques, dont le gouvernement nous a assuré qu'il aurait une attention très particulière et qu'il soutiendrait nos propositions en vue de résoudre ce conflit et de porter avec nous à la Commission européenne les différentes possibilités dans le cadre de négociations. Et sur les stratégies d'alliance avec les autres pays, à ce stade, les autres pays ont résolu de manière temporaire leurs différends avec la Commission européenne. Certains ont commencé à mettre en concurrence un certain nombre d'ouvrages pour lever leurs contentieux, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne seraient pas favorables à s'allier à nous, et c'est la recherche que nous ferons plus tard avec les collègues du Parlement européen, pour essayer de trouver une adhésion large à ce sujet, puisque par exemple, si je prends le cas de l'Italie, qui a remis en concurrence 1 ou 2 concessions, eh bien, elle en a plein d'autres. Et donc, si nous arrivons à sortir de ce contentieux, évidemment qu'ils sont très attentifs pour ne pas avoir à mettre en concurrence le reste de leurs installations. Et donc, il faudra aussi cheminer et faire ce travail de fourmi en allant voir les parlementaires de chacun des pays et de chaque groupe à l'intérieur de chacun des pays pour avoir le plus d'alliés possible dans cette discussion européenne. Merci beaucoup. Les orateurs de groupe ont terminé de s'exprimer. J'ai encore une demande de prise de parole de Gabriel Amar pour le groupe de la France Insoumise et pour 1 minute. Oui, Président, merci. Peut-être plus en tant que fraîchement désigné par notre commission, en tant que rapporteur sur un projet de résolution européenne lié à la question du droit à l'eau. Et à l'évolution de la Charte des droits fondamentaux sur cette question au niveau européen. Proposition de résolution européenne qui a été signée par 8 députés issus de 8 groupes différents de notre Assemblée et qui sera examinée par notre commission dans quelques semaines. D'abord, pour vous remercier pour votre persévérance, pour votre engagement et, comme l'a dit mon collègue Mathias Tavel, pour finalement avoir emporté le morceau, pour que nous puissions dégager une telle unanimité aujourd'hui. Souscrire à tout ce que vous avez dit, tellement les barrages sont au carrefour des usages et des conflits d'usage. Je n'y reviens pas, tout ça a été extrêmement bien détaillé par chacun d'entre vous, mais permettez-moi, en tant que député du Rhône,
conscient que la source du Rhône, qui est un glacier en Suisse qui fond comme neige au soleil, et les prévisions du GIEC qui nous font entrevoir une baisse de débit de 30% d'ici la fin du siècle, je sois particulièrement inquiet, notamment pour les usages que nous connaissons assez vulgairement, hein. On les a cités, agriculture, hydroélectricité, pêche, refroidissement des centrales nucléaires, bien sûr, mais je veux avoir à l'esprit que nous avons beaucoup de la population dans la vallée du Rhône qui capte son eau potable dans les nappes d'accompagnement et que on doit extrêmement maîtriser la hiérarchisation dans les usages et donc ces captages. Je voulais dire un mot avec une autre casquette, Président. J'ai eu la chance... Plein de casquettes. Oui, ça arrive, les cumuls. Cumuler les casquettes. Ouais. Allez-y. En charge, en tant que rapporteur spécial de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, sur le droit à l'eau et à l'assainissement de qualité, je veux pouvoir témoigner sur l'exemple de la Slovénie que vous avez pris, parce que vraiment, c'est un modèle qu'on doit prendre en référence. Mais au sommet de leur hiérarchie des normes, pour défendre la position que vous avez décrite, rapporteur, ils ont constitutionnalisé le droit à l'eau. Au point qu'aujourd'hui, ils développent des politiques publiques pour vivre avec l'eau et pas contre l'eau. Et qui les conduit à déplacer ou à refuser des sites d'activité en proximité, des espaces dédiés à l'eau. Et considérant que l'eau, et je finis avec ça, l'eau a une mémoire, ils déplacent des quartiers suite à des inondations répétées en 2023, plutôt que de construire des digues et à vouloir finalement essayer de vivre contre l'eau. Et ils ont employé ce beau terme qui nous est commun à nous les insoumis, c'est de vouloir finalement vivre en harmonie avec cet élément du vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Amar. Madame la rapporteure, oui, mais comme le commissaire séjourné arrive à 16h15, je me suis dit qu'on avait un peu de marge. Merci pour votre prise de parole. Je voudrais juste rajouter effectivement que vous nous avez décrit qu'il y avait des prochains usages de l'eau qui sont, si ça se trouve, inconnus aujourd'hui et qui trouveront peut-être leur solution dans l'existence de ces réservoirs hydroélectriques. Et donc, ces prochains usages qui sont aujourd'hui inconnus représentent des enjeux qui, de notre point de vue, seront bien mieux servis par la puissance publique que par la puissance privée, qui ne les aurait même pas adressés le jour où elle aurait pris justement la possession de ces ouvrages. Très bien. Nous en avons donc terminé. Aucun amendement n'ayant été déposé, je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article unique est adopté. La proposition de résolution est par conséquent adoptée. Félicitations, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Est-ce que vous voulez ajouter un mot ? Un mot de grande satisfaction pour ce beau consensus, cette belle unanimité qui va pouvoir nous permettre de continuer nos négociations, nos discussions, nos échanges et d'enfin sortir de ce contentieux qui permettra un avenir serein à cette filière d'excellence qu'est l'hydroélectricité et tout en ayant à l'esprit évidemment la préservation de notre ressource en eau. Merci beaucoup à toutes et tous. Monsieur le rapporteur. Et vous dire que le travail n'est certainement pas terminé, que c'est une étape qui est franchie aujourd'hui et que pour arriver à la révision de cette directive européenne, eh bien maintenant il va falloir que nous sachions dire au gouvernement que le Parlement les appelle à justement aller dans ce sens-là.